À toutes et à tous, merci déjà de votre invitation. C'est avec plaisir que j'y ai répondu, parce que je pense que le débat politique, il est assez intéressant que de pouvoir échanger des idées, même quand on n'est pas toujours d'accord sur tout. Vous comprenez aussi que si j'étais complètement en désaccord avec la majorité des idées que vous portez, je ne serais pas là aujourd'hui non plus. Il ne faut pas être suicidaire non plus en politique. C'est pour ça que j'aimerais aussi que... c'est vrai que j'avais même oublié, j'avais fait une vidéo en alsacien pour ma campagne électorale, même si c'est moi qui l'ai voulu et que personne ne me l'a soufflé, d'ailleurs c'était plutôt l'inverse, mais j'aimerais pas réduire mon engagement pour l'Alsace à une vidéo électorale. Parce que mon engagement pour l'Alsace, je crois que c'est ce qui a fait mon envie de m'engager en politique, et c'est ce qui fait sûrement l'envie de beaucoup de s'engager dans la vie publique en Alsace. C'est ce que disait bien M. Herzog tout à l'heure, le fait que le socle de socialisation en Alsace, il est local, il est communal, il est intercommunal, il est sur un territoire, et c'est ce qui donne envie aux gens de se rencontrer, de s'engager, de porter des projets ensemble, finalement de faire de la politique. Et bien moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de pouvoir poursuivre ce modèle de territoire dynamique, ce modèle de territoire dans lesquels la rencontre crée l'engagement, crée l'envie de faire avancer les choses, crée l'envie de faire bouger les lignes. Et c'est en ça que je pense que l'Alsace est exemplaire et que je crois que l'Alsace doit avoir une incarnation institutionnelle. Comptez pas sur moi aujourd'hui pour faire du grand test bashing. J'emploie un mot anglais. Ce serait une insulte à l'Alsacien de le dire en alsacien. Parler du grand test en alsacien. Pourquoi ? Parce que moi, je serai en charge demain avec mes collègues de faire en sorte que nous puissions construire les institutions qui feront avancer l'Alsace. Et ça peut être le mauvais côté de la politique, peut-être, mais ça nécessite aussi de discuter ensemble et de ne pas arriver à un moment donné à un point de non-retour où finalement des mots empêchent à des gens de se rencontrer. Je suis contre la grande région, je l'ai toujours été, j'ai été particulièrement engagé dans le référendum ou dans différents combats pour l'incarnation institutionnelle de l'Alsace, mais je ne ferai pas la critique personnifiée, personnelle, de ceux qui gèrent aujourd'hui la grande région, même si j'y suis farouchement opposé. Et je garde à l'esprit qu'un des éminents conseillers de l'actuel président de la grande région m'avait dit, après l'échec du référendum, quand on n'est pas d'accord avec un système, il y a deux façons de le changer. Soit vous vous engagez dedans pour le faire changer de l'intérieur, soit vous vous engagez à l'extérieur pour faire pression. Je crois que pour faire changer ce système, qui est celui du Grand Est, il faut les deux. Vous êtes à l'extérieur, je suis à l'intérieur. On va le présenter comme ça, mais ça veut dire que de l'intérieur, je cherchais à le faire changer, mais en utilisant les moyens qui sont ceux de l'intérieur. La troisième voie, c'est la démission collective. Oui, bon, moi je crois ok, ça on peut discuter, on pourra débattre tout à l'heure si vous le souhaitez. Moi je ne crois pas en ce genre de solution parce que les choses sont ainsi faites que la nature a horreur du vide. Moi je préfère être clair avec ce pourquoi je suis engagé, pourquoi j'ai été élu, et essayer de mettre ça en œuvre plutôt que de prendre le risque d'un dévoiement des institutions qui ne serait pas bénéfique à l'Alsace à la fin. Alors, deuxième constat, avant d'arriver à la réponse, c'est que finalement aujourd'hui, je constate que jamais la France n'a été aussi centralisée. Je suis d'accord avec le constat de Robert Herzog, qui consiste à dire que la France est sûrement un des pays les plus régionalisés, en cela qu'il a le plus de régimes de régionalisation différents. Mais depuis 1982, je crois que jamais la France n'a été aussi centralisée. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Parce que l'État central utilise des moyens qui sont des moyens sordides, je dirais même, pour imposer certaines de ses idées qui ne sont pas de son ressort. Qui devraient être du ressort des collectivités. Et c'est ce qu'on entend derrière toutes ces questions liées aux normes. Liées aux normes et liées à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ce sont les deux gros soucis aujourd'hui. Un, on n'a plus d'autonomie financière dans les collectivités territoriales, donc on n'a plus de moyens d'agir. Et si finalement on a parlé d'une taxe richesse, certes c'est le constat que les grandes régions ne permettent pas de faire
les économies d'échelle qu'elle promettait, mais c'est aussi le constat que les collectivités territoriales n'ont plus les moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a pris le développement économique au département pour le laisser aux seules régions, qu'on n'a pas fait suivre des moyens parce qu'on était incapable de prendre ces moyens au département qui n'avaient déjà plus les moyens de les mettre dans le développement économique. Donc il faut trouver de nouveaux moyens pour faire du développement économique dans les collectivités territoriales. On aurait dû trouver ces moyens, c'était la théorie initiale, par la fusion des régions. On se rend compte que ça n'est pas le cas, la fusion des régions ne génère aucune économie, elle ne génère d'ailleurs que des dépenses supplémentaires. Demandez à tous les chefs de service le nombre de nuits qui passent dans les hôtels aujourd'hui, quand on sait le nombre de nuits qui s'est passé avant, c'est juste scandaleux d'un point de vue de la dépense publique. Donc il a fallu trouver de nouveaux moyens, c'est cette idée d'une nouvelle taxe. Le problème de cette idée de nouvelle taxe, c'est finalement, le problème à la base, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie financière et encore moins d'autonomie fiscale dans les collectivités territoriales en France. Quand en 2003, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêté disant un département a 43% d'autonomie financière lorsqu'il a 43% de ses recettes qui viennent de la fiscalité, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est une décision juridique qui n'a aucune cohérence au regard des textes européens dont elle est en théorie inspirée. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'on se batte pour que l'État soit plus décentralisateur dans sa façon de voir les choses. J'espère que la nouvelle majorité le fera. Ça a été son discours tout au long de son élection. Force est de constater que la réalité de l'exercice du pouvoir de cette nouvelle majorité n'est pas tout à fait celle-là. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience d'élu local. Parce que finalement, on est tous un peu en Alsace régionalistes, autonomistes au sens institutionnel du terme, c'est-à-dire cette volonté de laisser aux collectivités territoriales l'autonomie de leurs décisions et de ne pas leur imposer. Finalement, on défend cette idée qui est celle de la subsidiarité, que chacun fasse à son échelle ce pourquoi il est le plus compétent. Tous les élus locaux défendent la subsidiarité. Mais je vous mets un défi de faire vivre la subsidiarité au sein d'un échelon de collectivité. C'est déjà plus compliqué. Parce que finalement, on défend tous la subsidiarité et une fois qu'on est aux affaires, on devient tous communistes. On veut décider de tout et pour tout le monde. Ça commence par les petites mairies. Et c'est une façon de concevoir la politique qui doit changer, et c'est une façon de concevoir le mandat d'élu qui doit changer, c'est une façon de concevoir l'exercice du mandat qui doit changer. Et finalement, c'est accepter que le maire ne s'occupe pas du tout et tout le temps. C'est que le maire il délègue, que le maire n'est pas responsable de la moindre chose qui se passe dans une commune, qu'on peut très bien faire confiance à des associations pour faire certaines choses. C'est ça la vraie autonomie locale. Finalement, c'est s'appliquer à soi-même ce qu'on voudrait appliquer aux autres. Et c'est une réflexion pour laquelle il faut aussi avancer, je pense, dans notre façon de concevoir aujourd'hui la subsidiarité, la nouvelle organisation des collectivités territoriales. Et moi, je milite et je plaide pour une organisation des collectivités territoriales qui soit finalement le pendant de la libre administration des collectivités territoriales, à savoir la libre organisation des collectivités territoriales. Il y a un modèle lyonnais, il y a un modèle parisien qui est en train d'émerger, qui ne pose pas de problème d'acceptation, qui a été difficile à mettre en place. Relisez les débats parlementaires sur la mise en place de la métropole du Grand Paris ou autre, ça n'a sûrement pas été les débats les plus simples. Mais ce sont des débats dont on a accepté qu'il fallait qu'ils aient lieu, et une solution qui a été choisie, c'est une solution en mouvement qui va évoluer dans les prochains temps, qui va encore beaucoup changer, mais au moins on a gagné le fait que le Grand Paris aura sa métropole, c'est tout à fait légitime. Le Grand Lyon aura sa métropole, c'est tout à fait légitime. La Corse a sa collectivité territoriale, c'est tout à fait légitime et c'est une bonne chose pour son développement. Les collectivités territoriales d'outre-mer sont en train de beaucoup changer. Pourquoi est-ce que tout ce qui est possible pour Lyon, pour Paris, pour l'outre-mer, pour la Corse, ne serait pas possible pour l'Alsace? Moi, je n'ai pas de réponse négative à cette question. Je souhaite donc que ce soit possible pour l'Alsace. À la question qui a été posée tout à l'heure, sortie du Grand Est ou non? Moi, j'ai envie de vous dire, ma position, qui est celle que je partage avec mes collègues parlementaires, c'est que la sortie du Grand Est n'est pas un préalable, ce sera la conséquence. C'est-à-dire que je ne pose pas en préalable de l'évolution institutionnelle en Alsace la sortie du Grand Est.
Mais toute évolution institutionnelle en Alsace aura forcément pour conséquence la sortie du territoire alsacien du Grand Est. Parce que je ne veux pas qu'on s'arc-boute en disant si on ne sort pas du Grand Est, on ne bouge rien. Non. À partir du moment où on aura commencé à bien s'organiser, à être efficace, la sortie du Grand Est sera inévitable. Donc ne nous battons pas pour sortir du Grand Est, battons-nous pour avoir un projet positif pour l'Alsace, battons-nous pour faire adhérer les gens à un projet pour l'Alsace, battons-nous pour donner envie d'Alsace aux Alsaciens. Alors ça j'ai dit. Alors ensuite, comment faire? Juste une chose, finalement quand on parle de métropolisation, parce que là aussi c'est un biais qui est organisé par un autre clivage dans l'organisation territoriale en France qui est en train d'apparaître. Moi je ne renie pas l'histoire de la France, et l'histoire c'est l'organisation territoriale. Si elle a été ce qu'elle a été, c'est pour un certain nombre de raisons économiques, sociales, historiques, géographiques, qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, ça a pu être utile de centraliser un certain nombre de décisions, de décider que les richesses seraient réparties au niveau national et que la richesse créée à Paris permettra d'aménager la Creuse ou la Meuse, parce que l'aménagement du territoire et la centralisation, c'est aussi un peu ça, c'est l'organisation des solidarités entre territoires. La question du coup, c'est à qui de faire l'organisation de cette solidarité entre territoires. Pour moi, elle est claire, c'est à l'État. Et c'est à l'État central de faire l'organisation de la répartition des richesses entre territoires. Et ce n'est pas aux territoires eux-mêmes. C'est-à-dire que, à partir du moment où on voit, c'est le cas actuellement, et c'est ce qu'a très bien décrit le président Louis Alsace, la grande région comme un outil de péréquation intra-régionale, on a raté. Finalement, on utilise les richesses de l'Alsace pour aménager la Champagne. Parlons des voisins les plus lointains, c'est eux qui nous en voudront le moins. Eh bien, on a raté un point de l'organisation territoriale. C'est pas la grande région qui doit servir à répartir les richesses. C'est l'État qui doit répartir les richesses entre les pôles de création de richesses. Et en ce sens-là, ça a été intéressant qu'à un moment donné, on ait une force peut-être un peu plus coercitive pour aménager le territoire français, ce qui reste un des territoires les mieux aménagés, les mieux équipés au monde. Mais aujourd'hui, le nouveau clivage territorial, il est plutôt entre ce que certains veulent se voir comme des métropoles. Voilà. Il y a la métropole du Grand Lyon, avec son aire d'influence. Ça, on n'a pas trop de soucis. On a la métropole de Lille, avec son aire d'influence. Marseille, Bordeaux, les vraies métropoles. J'ai pas de souci à ce qu'on parle de phénomènes métropolitains, de villes-mondes qui ont un intérêt à ce qu'on ait une organisation du territoire autour de la seule centralité pour prospérer à l'international. Et puis il y a les autres territoires comme le nôtre, où finalement il n'y a pas une ville qui se détache. Strasbourg ne se détache pas plus que ça de son territoire d'appartenance. Strasbourg n'est pas à ce point moteur qu'on puisse considérer que Strasbourg est le seul centre d'influence de l'Alsace. Et c'est sûrement pas le cas de Mulhouse. Mais par contre, on est dans un territoire métropolitain. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Mais le territoire métropolitain, c'est pas seulement l'Alsace. C'est tout le bassin rhénan. C'est de Bâle à l'Allemagne, au nord de l'Allemagne, voire au Luxembourg et à la Belgique. Au nord du bassin rhénan en Allemagne, voire au Luxembourg et à la Belgique. Ce qui fait que finalement la complexité de notre territoire, c'est qu'on n'a pas de ville suffisamment forte pour dire voilà le cœur d'accroche de notre organisation, tel que les tenants de l'urbanisation, de l'organisation décentralisée façon bobo, voudraient l'avoir autour de villes, des seules villes et de leur seul facteur d'attractivité. On a un territoire plus complexe, on a un territoire plus riche, mais de toute cette complexité, de toutes ces richesses, on a aussi un certain nombre de différences à apporter au débat, à apporter à la façon de s'organiser d'un point de vue territorial en France. Donc, l'organisation institutionnelle en Alsace, elle doit découler de ça. Elle doit découler de cette réalité d'une colonne vertébrale de villes moyennes, du sud au nord de l'Alsace, de cette réalité d'une densité de villages densément urbanisés, comme on en trouve rarement dans d'autres régions en France,
Et c'est de cette réalité que doit découler l'organisation institutionnelle de l'Alsace. Comment faire? Moi, je me retrouve bien dans les propositions du professeur Herzog, à savoir, finalement, prochain changement régional, 2021, chiche. En attendant une fusion des départements, ok, à une seule condition, c'est que cette fusion se fasse sur la base de ce plan qui prévoit ce qui se passera en 2021. Parce que si on n'arrive pas à prévoir au moment de la fusion ce qui se passera en 2021, c'est aller au casse-pied. Et finalement, ça tombe bien, puisque 2021 est couvert par la même législature que celle en cours, c'est-à-dire que ce sera la même Assemblée nationale, ce sera le même gouvernement. A priori, moi je ne crois pas trop à des séismes institutionnels que certains peuvent nous prévoir. Ça veut dire qu'on est en mesure de prendre aujourd'hui un engagement pour ce qui va se passer en 2021 et déclencher dès aujourd'hui un certain nombre des mécanismes de cet engagement. Donc, chiche pour une fusion rapide des départements, si elle est assortie d'un texte, pourquoi pas d'un texte de loi, qui dise, ben voilà, en 2021, quelle sera la nouvelle organisation des collectivités territoriales régionales en Alsace. Par contre, quand je dis ça, et on le sent à la ferveur des applaudissements, on est au nœud du problème. C'est que finalement, on est tous dans cette salle des spécialistes de cette question. Et on peut s'en féliciter. Parce que d'avoir autant de monde qui soit prêt à se réunir pour en débattre, alors que c'est pas forcément le sujet qui fait la une des journaux, je trouve que c'est un bel exemple de démocratie. Mais ça veut dire aussi faire de la démocratie. Ça veut dire qu'on vient chacun avec nos idées, et qu'à un moment donné, on se met d'accord pour mettre en avant une idée qui n'est pas forcément celle de chacun. Et c'est là que ça devient compliqué en Alsace. Parce qu'on est un petit peu, ce qui a très bien été écrit déjà dès 1954, dans la psychanalyse de l'Alsace, finalement on est des Ronzek-Schnokalor en puissance. Et qu'on aura toujours du mal à se mettre d'accord sur le fait qu'une idée n'est peut-être pas la meilleure, la plus parfaite que chacun voudrait voir mise en œuvre, mais est celle qui nous permettra d'aller vers. Parce que si on imagine un modèle de décentralisation, d'organisation régionale qui serait figé à jamais, finalement on n'a fait rien d'autre que de la recentralisation. Un modèle régional, il a vocation à évoluer dans le temps. Les intercommunalités aujourd'hui elles se font, elles s'agrandissent, peut-être que demain elles évolueront encore, pourquoi pas vers autre chose, vers d'autres modèles de coopération qui développeront, des communes nouvelles, on peut imaginer plein de choses, ça bouge dans le temps. Ça bouge dans le temps en fonction des préoccupations économiques, en fonction des préoccupations sociales, en fonction des préoccupations culturelles, en fonction des modalités de déplacement, en fonction des évolutions technologiques. Ne négligeons pas non plus ce facteur-là. Ça bouge dans le temps. Donc il ne faut pas imaginer que l'institution alsacienne qu'on mettra en place demain, pourquoi pas en 2021, chiche, ben elle sera ad vitam aeternam comme ça. Donc il faut qu'on mette en place, en 2021, l'institution qui nous permettra d'avancer toujours mieux pour l'Alsace. Et dans ce cadre-là, une fusion des départements me va bien, si elle est assortie des gages dont je parlais tout à l'heure, parce que finalement c'est le gage d'avancer mieux pour l'Alsace, d'avancer mieux en concentrant plus de compétences, en concentrant plus de moyens, en concentrant plus d'autonomie financière et fiscale au service des préoccupations des Alsaciens. Alors, du coup, qu'attendre des députés ? Puisque c'est la question qui m'a été posée. Qu'attendre des députés, ça. Et finalement, je ne fais pas partie de la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que la majorité à l'Assemblée nationale a aujourd'hui des modes de fonctionnement dignes de la République la plus centralisée qu'on ait jamais pu connaître. Et finalement, au lieu du grand bouleversement de la société civile qui nous était promis, on est rentré dans la République des apparatchiks telle qu'on n'a jamais voulu l'avoir en France. Pour autant, on a élu un certain nombre de députés qui ont chacun un rêve de partager, de faire partie du changement, une révolution démocratique nationale. Et finalement, en se rendant compte que dans ce grand chamboulement national, il n'y a pas grand-chose à dire, ils vont quand même chacun vouloir participer à un changement quelconque. Et de ce point de vue-là, les députés alsaciens, dans leur ensemble, sont plutôt intéressants. Et on s'est déjà réunis à 2 ou 3 reprises.
On a déjà discuté toute tendance politique confondue. On est d'accord sur le fait de travailler ensemble sur la question institutionnelle alsacienne, sur le fait de demander d'aller ensemble à l'automne, à l'Élysée, proposer un projet d'évolution institutionnelle pour l'Alsace et d'avancer sur ce sujet-là ensemble. Même si au départ on n'est pas d'accord sur tout, ce sujet doit nous rassembler. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à avancer. L'idée, c'est de demander le Conseil d'Alsace, en gros, une collectivité territoriale d'Alsace, voilà, ce qui se passe en Corse, ce qui se passe dans certains territoires d'outre-mer, une seule collectivité territoriale d'échelon régional à l'échelle de l'Alsace, en charge des compétences des départements, de la région, pourquoi pas d'un certain nombre de compétences annexes qui pourraient être faites dès le départ, pourquoi pas imaginer que les routes nationales dès le départ soient transférées à cette collectivité territoriale, mais l'idée c'est pas de demander énormément de compétences en plus, on se retrouve complètement dans la philosophie du professeur Herzog, à savoir faisons d'abord bien ce qu'on a à faire et une fois qu'on le fera bien, on demandera à en faire plus. Parce que c'est seulement comme ça qu'on sera crédible, et c'est seulement comme ça qu'on se comportera réellement en Alsacien, à savoir des gens qui font sérieusement ce pourquoi ils ont été élus à faire. Donc, l'idée c'est ça. On va demander le Conseil d'Alsace à l'automne de façon coordonnée l'ensemble des 15 députés et des sénateurs alsaciens, et on adaptera notre stratégie à cela. La stratégie étant que finalement dans la modalité de mise en œuvre de ce Conseil d'Alsace, la temporalité, les étapes, etc. sont autant d'espaces de négociation. On n'est pas obligé, parce que le temps institutionnel est un temps long, qui n'est plus le temps politique. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on constate tous les jours. Finalement, c'est que aujourd'hui le temps politique c'est devenu le temps médiatique. Mais quand on parle d'institution, il faut revenir à la vraie notion du temps politique, qui est un temps long, qui est le temps de l'action publique, qui n'est pas instantané. Et si on arrive à dire en 2021, on a une institution alsacienne, j'ai envie de dire qu'on l'aura finalement fait relativement rapidement, sauf si on commence avec la première initiative de Gucci à la fin des années 70. Voilà ce que j'avais en gros à vous dire, et j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée, à savoir qu'attendre les députés.